Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Resoblog consacré aujourd'hui à Performance Routing. Alors, 1 heure, le principe des webinaires Resoblog, vous le connaissez, 1 heure de contenu technique, contenu technique pour des gens techniques. Aujourd'hui, pour parler de PFR, j'ai la chance d'avoir avec moi Jean-Marc Larosé, qui est Principal Engineer. Donc Jean-Marc, le challenge pour toi en 1 heure, nous faire un deep dive, peut-être pas complètement deep dive, mais au moins une présentation PFR technique qui nous explique comment ça fonctionne. Voilà, donc environ 1 heure. Moi, je vais essayer de répondre aux questions en Q&A, mais dans tous les cas, on passera un petit peu de temps à la fin de la présentation pour prendre les questions. Et comme d'habitude, le contenu est enregistré et sera disponible sur YouTube d'ici quelques jours. Voilà, Jean-Marc, c'est à toi. Bonne présentation. Merci Jérôme. Donc bonjour à tous. Mon nom Jean-Marc Barozet, j'ai été longtemps consultant à la place de Jérôme d'ailleurs sur la France. Et depuis 6 ans maintenant, je suis côté Business Unit. Et je suis un des architectes sur iOne et en particulier sur la partie Service Provider. Donc le challenge effectivement c'est de présenter PFR en 1 heure. Donc on va essayer d'aller directement dans le vif du sujet. Je passerai assez peu de temps sur les slides marketing. Juste peut-être pour rappeler ce qu'on essaie de faire. On essaie bien entendu de répondre à un besoin qui est exprimé depuis quelques années maintenant, qui est d'utiliser plusieurs liens. Alors on appelle ça Hybrid One, c'est-à-dire que c'est plusieurs liens ayant des caractéristiques différentes de SLA, de bande passante. L'exemple évidemment le plus fréquent et le plus utilisé, c'est d'avoir un lien primaire sur MPLS et un lien secondaire sur un circuit broadband. Alors j'ai mis Internet, mais ça peut être un réseau complètement privé, c'est pas forcément le public Internet. Donc, et à partir du moment où on veut faire ça, on est parti sur un design il y a maintenant pas mal de temps et d'avoir un overlay. Bon, je pense que c'est maintenant assez communément accepté d'ailleurs pas simplement Cisco, mais l'ensemble des vendeurs, de construire un overlay. L'avantage étant qu'on s'affranchit complètement du mode de transport et que donc la configuration qu'on peut avoir sur un branch office, sur un hub, sera exactement la même, qu'on utilise un lien MPLS, un lien Ethernet, un lien broadband. L'ensemble des fonctionnalités de routage, l'ensemble de la configuration de QoS, l'ensemble des configurations de performance routing s'appliquera sur des tunnels. Donc ça, c'est l'énorme avantage parce que bien sûr, à partir du moment où on fait ça, on peut assez facilement changer de transport puisque l'interaction entre un site et le transport est limitée à juste une default route, si on veut. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir construire un tunnel. Et c'est à peu près tout ce dont on a besoin. Le deuxième aspect, c'est qu'à partir du moment où on fournit un lien, on va dire Internet sur un branch office, on peut essayer d'utiliser directement ce lien. L'architecture traditionnelle, c'est évidemment de remonter sur un site central et vers un accès Internet qui est centralisé à travers un firewall. On voit de plus en plus de clients qui souhaitent utiliser directement le lien Internet et de cette façon-là décharger un certain nombre de trafic du transport et en particulier du transport MPLS. Alors ça peut être dans une proportion assez importante en fonction des clients et en fonction du type d'application. Alors on appelle ça Direct Internet Access. C'est la possibilité d'un routeur de directement envoyer certains flux sur le lien par exemple physique vers Internet. Alors bien sûr ce transport, cet overlay est sécurisé. Donc on encrypte la totalité du trafic entre chacun des sites et on fonctionne sur un principe qui est un tunnel site à site. Voilà, donc on verra un peu plus dans le détail comment tout ça fonctionne, mais voilà les grands principes de ce qu'on appelle Hybrid One. Et pour répondre à ça, la solution Cisco s'appelle iOne, Intelligent One. On a divisé cette architecture en 4 grands piliers. La partie donc transport independent, c'est vraiment la partie overlay. La partie path control, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on peut arriver à utiliser intelligemment les différents liens qui sont à notre disposition, pas simplement basés sur du routage statique.
Et quand je dis routage statique, c'est un BGP, un OSPF, un EIGRP, avec des métriques qui sont statiques. Là, ce qu'on souhaite faire, c'est réellement raisonner en termes d'application et en termes de performance. Et choisir un lien en fonction de contraintes qu'on s'est mises sur les applications et en fonction des mesures effectives qui sont faites sur ces applis. Donc là, je rentrerai plus en détail là-dessus dans le reste de la présentation. Ces deux piliers-là, c'est ce qu'on va grosso modo appeler l'I1 base. On parle d'I1 dès lors qu'on commence à avoir un overlay plus du pass control intelligent. Ensuite, on va rajouter des fonctionnalités supplémentaires comme par exemple la possibilité d'aller plus loin dans les performances applicatives. Et on peut rajouter un certain nombre de monitors et rentrer très très finement dans le détail des performances d'une session applicative. On peut également avoir des fonctions d'optimisation. Donc là, vous connaissez WAS. Voilà, c'est l'intégration de WAS dans l'architecture I1. Et puis la dernière partie, c'est tout ce qui est Secure Connectivity. Donc ça recouvre bien entendu la crypto qu'on met sur les tunnels. Ça recouvre la partie sécurité. Dès lors qu'on fait de l'accès Internet local, l'iOS Firewall qu'on va faire tourner sur les CPE, comment on sécurise tout ça. Voilà, donc, mais aujourd'hui, on se focalise sur la partie pass control. Si je reprends mon schéma avec mes deux liens, alors je vais mettre deux liens qui soient bien clairs qu'on peut supporter beaucoup plus que deux liens. Mais juste pour l'explication, je me contente de mettre deux liens. Et ça peut être autre chose qu'un MPLS plus Internet. Mais voilà, deux liens. Le cas le plus fréquent, bien entendu. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? On veut d'abord qu'un certain nombre d'applications aillent sur MPLS. Bien entendu, ce sont les applications qu'on va appeler critiques ou les applications business. Et on va mettre un certain nombre de contraintes sur ces applications. Bon, l'exemple le plus facile, c'est la voix. On va mettre une contrainte de délai de 200 millisecondes, une contrainte de jitter de peut-être 50 milli, et puis un taux de loss de peut-être 1%. Voilà. Juste, ce sont des exemples. Et on va faire ça pour un certain nombre d'applications qu'on va considérer comme étant importantes pour le business. Et on va définir un chemin préféré qui est MPLS. Si les conditions ne sont pas remplies en termes de performance, on va définir un chemin secondaire, qui est le lien, par exemple, sur Internet. Et enfin, le reste du trafic, bon, on va peut-être vouloir simplement le load balancer. Ou peut-être certains clients veulent simplement envoyer ce trafic juste sur le lien Internet et totalement décharger le lien MPLS. Voilà, ça c'est un cas d'utilisation extrêmement fréquent. En termes de conséquences sur ce qu'on doit faire dans les routeurs, il y en a plusieurs. La première, c'est classer les applications. À partir du moment où on dit ça, ça veut dire qu'il faut être capable, pas simplement de classer des adresses IP ou des ports TCP, c'est réellement de reconnaître les applis. Donc ça passe par un moteur de classification qui s'appelle NBAR. Vous le connaissez peut-être, il a beaucoup évolué. Alors pour ceux qui en sont restés à ce que faisait NBAR il y a encore 5-6 ans, NBAR a vraiment beaucoup changé. Ça n'est pas simplement un moteur de Deep Packet Inspection comme ça l'était au début, c'est un moteur de classification. Et dedans, il y a plusieurs engines qu'on va utiliser. Il y en a un qui est évidemment du DPI, mais il y a aussi un moteur DNS, il y a un moteur de First Inflow. Il va y en avoir plusieurs et ça continue à évoluer parce que c'est un des composants importants pour reconnaître les applis. Le deuxième, ça va être de mesurer les performances. On raisonne sur des contraintes applicatives. Donc on doit mesurer les performances des applications. Ça passe par un moniteur qui s'appelle Performance Monitor. Pour ceux qui ont connu NetFlow, Flexible NetFlow, on va dire que c'est la nouvelle génération de moniteurs passifs. Et enfin, la troisième partie, c'est que sur la base des mesures qu'on a faites, sur la base de la classification, on va choisir le chemin utilisé par application. Et ça, c'est Performance Routing. Donc, ce qui veut dire qu'on va, pour une application donnée, choisir un next stop et choisir une interface de sortie, qui en l'occurrence va être un tunnel. Donc, on va regarder un peu plus dans les détails comment tout ça fonctionne. Si on regarde vraiment de très loin les grandes généralités de PFR, vous définissez ce qu'on appelle les traffic policies, c'est-à-dire que par application, vous allez définir vos contraintes. D'abord, vous allez choisir si vous voulez raisonner en termes d'appli ou en termes de DSCP. Il y a encore un certain nombre de clients qui souhaitent, on va dire, simplifier et juste raisonner en termes de valeur de DSCP. C'est toujours possible. Maintenant, on passe de plus en plus sur un modèle où on définit des applications et on définit les critères de performance de chacune de ces applications
ou de chacun de ces DSCP. Ce que va faire PFR, c'est apprendre le trafic. Sur la base des moniteurs passifs, hein, toujours pareil, dans tout iWAN, le moniteur de mesure de performance, d'apprentissage des applications, c'est toujours la même, c'est le Performance Monitor. Simplement, PFR va instancier ça de façon complètement automatique, c'est transparent totalement dans la configuration de l'équipement. Donc on apprend le trafic et on commence à mesurer les performances. Ces performances-là sont rapportées à PFR qui va faire un choix de chemin et qui va donc changer, et ça c'est le point important, il va changer le next hop que vous pouvez voir au niveau de la table de routage. Donc, si on tourne un BGP va vous donner un next hop, PFR va le changer. Donc ça c'est réellement quelque chose à se rappeler, que le show IP route et le next hop que vous avez dans le show IP route n'est pas forcément le next hop que le trafic va utiliser. Donc c'est réellement la table et la database de PFR qu'il va falloir consulter pour connaître le véritable next hop utilisé par le trafic. Un exemple simple, c'est tout simplement de se dire, pour un préfixe de destination donnée, vous pouvez avoir une application qui va sur MPLS, mettons la voie sur IP, et une application HTTP qui va aller sur Internet. Donc pour le même préfixe de destination, vous avez deux next hop différents, ce que bien évidemment on ne sait pas faire avec une table de routage classique. Alors en termes de déploiement, il y en a plusieurs. On va dire que iWAN se déploie, soit c'est une entreprise qui va choisir de le faire elle-même et déployer à ce moment-là par rapport à des opérateurs existants, mais les CPE sont managés par l'entreprise. Ça c'est un modèle de déploiement très très utilisé en Amérique du Nord, donc aux US principalement. L'autre façon de faire, c'est qu'un opérateur va fournir un service iWAN. En Europe, BT est un exemple, il y en a d'autres. Mais à ce moment-là, l'opérateur vous fournit plusieurs types de liens, un lien broadband, un lien MPLS, manage le CPE et déploie le service iWAN pour vous. Ce qui veut dire que si on prend par exemple l'exemple de gauche, c'est un opérateur qui vous fournit l'ensemble des liens et le CPE. Et dans ce cas de figure-là, vous pouvez avoir deux passes totalement disjoints. Quand je dis disjoints, c'est-à-dire que le réseau MPLS est d'un côté et le réseau, on va dire, Internet est de l'autre et relie directement les sites centraux vers les branches. Ou bien, si l'opérateur gère les deux, ce qu'on va assez souvent trouver, c'est que le CPE du branch office, par exemple, va passer par un lien broadband et va être raccordé sur un PE du backbone MPLS. Donc au final, les deux chemins passent par le même backbone unifié qui est le backbone MPLS. Et ça veut dire que c'est totalement géré par un opérateur. Si l'opérateur n'a pas ce réseau broadband local, il peut passer par un opérateur, un ISP de la région, et à ce moment-là, toujours la même architecture, il va remonter une connexion, généralement c'est un tunnel sécurisé entre le branch office et le PE de son propre réseau au travers d'un réseau tiers. Maintenant on peut avoir le déploiement où c'est vous qui déployez une entreprise et à ce moment-là vous passez par un opérateur MPLS et vous passez par un autre opérateur qui fournit le lien broadband. Certains clients ont également déployé par rapport à deux providers Internet. Donc là, il n'y a plus de réseau MPLS, il n'y a plus de réseau avec des SLA assez stricts. Bien évidemment, le modèle le plus utilisé, c'est l'hybride, hein, c'est un mix de réseau MPLS et de réseau Internet. Je suis passé un peu vite sur la partie orchestration quand j'ai présenté iWAN. On a deux types d'orchestration. La première qui est entreprise. Et on va parler d'APKM, qui est le contrôleur entreprise. Sur ce contrôleur APKM, vous allez trouver une application qu'on appelle l'iWAN App, qui est réellement ce qui va vous permettre de configurer d'un point de vue interface graphique l'intégralité d'un déploiement iWAN. Si on veut customiser, si on veut être capable de changer les valeurs de DSCP, de changer la configuration de BGP, si on veut entièrement contrôler le déploiement, on va se tourner vers Prime. Ça, c'est côté entreprise. Côté opérateur, la solution qui est utilisée, c'est une solution à base de NSO, qui est un orchestrateur plutôt orienté opérateur, bien qu'on le trouve également en entreprise, mais plutôt orienté opérateur, sur lequel on va tourner un portail client et un portail opérateur.
Et la solution complète s'appelle VMS. Voilà, donc je rentre pas plus dans les détails, mais sachez qu'il y a une solution d'orchestration entreprise et une autre pour les opérateurs. Alors quand on parle PFR, on parle de deux composants, le master controller et le border router. Le border router, c'est le forwarding path. C'est réellement lui qui va forwarder les paquets, qui va imposer next stop, qui va mesurer les performances. Et ce border router va envoyer des reports de manière régulière vers le master controller, qui est vraiment le control plane de PFR. C'est lui qui reçoit les rapports des border routers, c'est lui qui prend la décision du chemin à utiliser, c'est lui qui demande au border router d'imposer ce chemin. C'est des fonctions logiques qui tournent dans l'iOS ou iOS XE, ce qui veut dire que vous pouvez avoir sur un branch office par exemple une combinaison des deux dans le même routeur, dans le même CPE. Vous pouvez avoir un branch office où il y a deux CPE, mais à ce moment-là, un des deux joue le rôle de master controller et de border router, et le deuxième juste de border router. Enfin, sur un site central, là où il va y avoir peut-être beaucoup d'applications, beaucoup de flux, on va vouloir détacher le control plane du forwarding plane de manière complète. Et à ce moment-là, on va tourner un master controller de manière standalone. Ce master controller va pouvoir tourner sur un routeur, on va dire de type ASR1000 par exemple, mais ça peut aussi tourner sous forme d'un CSR 1000V. Donc c'est finalement une VM qui va tourner sur un UCS par exemple. Alors là, à partir du moment où on a ces deux composants, on va définir ce qu'on appelle un domaine I1. Un domaine est composé d'un ensemble de sites. Sur chacun des sites, vous avez un master controller. Donc le point important à se rappeler, c'est qu'il y a toujours un master controller sur chacun des sites. C'est lui qui prend une décision localement par rapport aux mesures que les border routers vont lui donner. Et chacun des sites va donc récupérer ce qu'on appelle un site ID, qui en fait est la loopback du master controller local. Voilà, donc à partir du moment où on a ça, on veut quand même avoir une gestion centralisée des policies. Et c'est pour ça qu'un des master controllers va être dit hub. Donc en plus de son rôle de master controller sur le site, il va avoir un rôle de domain controller. C'est-à-dire que c'est sur lui qu'on va configurer les policies PFR. Et ces policies PFR sont définies de manière centralisée et sont poussées vers l'ensemble des master controllers. Donc si vous voulez changer les policies PFR, c'est très simple. On va sur le hub MC. On change les policies, elles sont automatiquement poussées vers l'ensemble des master controllers du site, du domaine. Et ça veut dire que si ce domaine fait 2000 sites, bah vous vous contentez d'aller sur le MC, vous changez les policies et c'est downloadé sur les master controllers. C'est également un moyen pour interconnecter tous les master controllers qui vont s'échanger un certain nombre d'informations. Ils vont s'échanger des informations de préfixe, ils vont s'échanger un certain nombre d'informations à travers ce qu'on va appeler un peering I1. Le point important, c'est qu'on a pris, et ça c'est une décision de design, on a souvent la question, est-ce que l'overlay est obligatoire? Et la réponse est oui. Et c'est voulu. C'est voulu parce qu'on veut séparer la partie transport de la partie service. On veut s'affranchir du transport et avoir d'abord une configuration qui est unique. En termes d'opération, c'est évidemment beaucoup plus simple. Et aussi la possibilité de changer de transport facilement. Aujourd'hui, dans un design traditionnel, non I1, quand on veut changer de transport, c'est généralement assez compliqué parce qu'il y a beaucoup d'interactions vis-à-vis du PE sur lequel vous êtes connecté, vis-à-vis du paramétrage, vis-à-vis du routage. Là, l'interaction que vous avez avec le PE ou avec Internet est minimum. On souhaite juste être capable de construire un tunnel. Voilà, c'est tout. Pour le reste, tout se passe au travers de cet overlay. Alors, pour la partie overlay, l'overlay utilisé aujourd'hui dans I1, c'est DMVPN. DMVPN phase 1, phase 2 ou phase 3. Ensuite, quand on a cet overlay, on souhaite automatiser la découverte du domaine. Donc ça passe par un certain nombre de choses, mais en particulier deux. La première, c'est que on va différencier les sites centraux qu'on va appeler des POP des sites branches.
Et sur ces sites centraux, on va définir sur quoi est connecté le border router. Et en l'occurrence, là, on va lui dire il est connecté sur MPLS ou sur iNet. Et en plus de ça, on va lui donner un numéro. Et on va voir pourquoi on a besoin de ce numéro. Mais de manière très simple, on va déjà d'abord dire sur quoi on est connecté. Et c'est tout, uniquement sur les sites centraux. Les sites distants vont automatiquement apprendre sur qui ils sont connectés au travers de Discovery Probe. Donc ça veut dire que la configuration d'un branch office, je ne sais même pas si je l'ai dans les slides, mais elle est extrêmement simple. On se contente de dire quelle est l'adresse du hub MC pour récupérer les policies, pour récupérer les timers, les paramètres globaux. Pour le reste, tout est automatisé. Donc ça, tous les chemins sont découverts. La deuxième chose, c'est les préfixes. On va découvrir également l'ensemble des préfixes de chacun des sites de manière automatisée au travers de ce fameux peering I1 que je vous décrivais il y a quelques slides. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la découverte du domaine est automatisée et la volonté a été de simplifier au maximum la configuration des branch office. Ce qui est le cas. Si vous regardez la conf PFR sur un branch office, c'est vraiment limité à quelques lignes. Les policies PFR, le premier choix qu'il faut faire, c'est est-ce qu'on souhaite raisonner en termes de DSCP ou en termes d'application. Sachant qu'on peut mixer les deux. On peut définir une classe basée sur des applications et une autre classe définie sur des champs DSCP. Alors on parle de classe, je vais faire une analogie avec la QoS, c'est pas tout à fait vrai, mais je vais faire une analogie avec les classes MapQoS. Vous définissez des classes qui vont représenter finalement des groupes d'applications. Et vous allez matcher sur des DSCP ou des application names. Et ensuite, vous allez définir des critères que je vais qualifier d'administratifs, c'est-à-dire quel est le chemin préféré. On peut définir un chemin préféré, par exemple MPLS, un chemin de fallback, par exemple iNet. On a maintenant introduit la notion de next fallback, pour dire si j'ai par exemple 2 liens Internet, je vais faire un next fallback. Et puis, vous avez même un 4e niveau de hiérarchie qui va être le pass of last resort. Et je vais expliquer ce que c'est, mais qui veut dire si plus rien ne marche, il me reste toujours par exemple le lien 4G qui peut être utilisé comme un tout dernier chemin. Voilà, donc il y a en réalité 4 niveaux de hiérarchie, et pas simplement 3. Et puis ensuite, vous allez définir des critères de performance. Aujourd'hui, on en a 3, DLL, Loss et Jitter. Pour ceux qui connaissent Performance Monitor, qui est donc, comme je vous disais, le moniteur utilisé pour mesurer les perfs, on doit avoir une trentaine, peut-être même plus, une quarantaine de métriques de performance. Bon, il est clair qu'on veut simplifier aussi et pas tous les exposer, donc on s'est limité à 3 critères de perf qui est DLL, Loss et Jitter. Alors, PFR va fonctionner sur ce qu'on appelle des traffic classes. Et ça, c'est un point important parce que PFR ne va pas fonctionner pour chacun, enfin ne va pas gérer chacun des flux individuels. Ça ne sert à rien du tout, ça ne serait pas scalable. Donc on raisonne sur des traffic classes qui sont finalement des agrégations de flux vers un même préfixe de destination pour une même valeur de DSCP et une même application. Alors je vous donne un exemple. J'ai par exemple du trafic avec 4 champs DSCP, EF, AF41, 31 et 0. Mais j'ai aussi défini des critères sur 2 types d'applications. Alors qu'est-ce que ça va donner dans ma database de mon master controller, en l'occurrence là R10 par exemple? Eh bien, si j'ai du trafic qui va vers le site numéro 3, dont le préfixe est 10.3.3, je vais avoir une entrée pour 10.3.3 et le DSCP EF, le DSCP AF41, 31 et 0. Mais je vais aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que puisque j'ai des critères applicatifs, j'ai défini des critères pour application numéro 1 et application numéro 2, eh bien je vais avoir une traffic class pour 10.3.3 F41 et l'application numéro 1, et je vais avoir un 10.3.3 F41 application numéro 2. Et donc pour ces 2 entrées-là, je vais pouvoir définir un next hop différent. Voilà, donc ça permet d'avoir une idée de la taille de la database que vous allez pouvoir gérer au niveau d'un master controller. Et vraiment le but de PFR, ça va être pour chacune de ces entrées de déterminer quel va être le bon next hop. Bon next hop par rapport aux critères de performance, par rapport aux critères administratifs de preferred pass, fallback et next fallback, pass of last resort. Voilà, tout ça,
c'est calculé par PFR et l'opération au final, c'est de trouver ce next stop. Alors, si on veut résumer ce que fait PFR, on va dire en 2 slides. Ça serait ça. La première chose, c'est que quand on a du trafic entre 2 sites, quels que soient les sites, j'insiste bien que ce n'est pas spécifique à hub vers branch ou branch vers hub, c'est branch vers branch, tout fonctionne exactement de la même façon par paire de sites. Donc quand on a un trafic où on a par exemple dit que MPLS c'était le chemin préféré, PFR va en fait instancier plusieurs moniteurs, mais en l'occurrence on va avoir un moniteur en egress sur le tunnel et un autre moniteur en ingress sur le tunnel. Donc quand le trafic passe de site 1 par exemple vers site 2, le premier moniteur va capturer de la bande passante par trafic class. Donc on récupère comme ça une vision assez fine de ce qui se passe pour le trafic qui quitte le site. Et le moniteur de l'autre côté va mesurer les performances. Et ce sont les performances entre les border routeurs. Donc ce sont bien les performances réseau qu'on va mesurer. Et ça, on le fait, on appelle ça per channel. On verra un peu plus en détail ce que c'est qu'un channel, mais c'est finalement une entité logique qui caractérise le trafic entre 2 sites pour un même DSCP. Voilà. Donc on mesure. Et pourquoi pour un même DSCP? Tout simplement parce que en termes de QoS, l'opérateur va raisonner en termes de file d'attente par DSCP. Donc on mesure finalement cette espèce d'entité logique qui caractérise tous les flux, qui utilisent un même DSCP, passent par le même chemin à travers un backbone opérateur. Alors ça veut dire que là vous avez les mesures sur le trafic réel. On parle bien d'un performance monitor qui va aller regarder le trafic utilisateur et donc mesurer ses perfs. Maintenant on veut avoir les performances sur l'ensemble des liens, pas simplement le lien actif. Et donc si on regarde le lien internet, on n'a aucun trafic. Si je prends l'exemple d'un trafic, par exemple, voix, ou téléprésence, ou n'importe quoi, et que le chemin préféré c'est MPLS, rien ne va passer sur ANET pour ce trafic-là, pour cette application. Donc si c'est le cas, je vais générer ce qu'on appelle des smart probes. Alors à ne pas confondre avec des sondes IPSLA. Ce sont vraiment des sondes qui sont envoyées directement depuis la data plane. On n'espère rien du tout en termes de réponse. Le CPE du site source, le border router en l'occurrence, va générer ces smart probes et le performance monitor de l'autre côté va les mesurer de la même façon qu'il le mesure du trafic utilisateur. Zéro différence. Et pareil, il va donc reporter les performances vers son master controller local. S'il y a un problème de performance mesuré par le site de destination, eh bien le border router lui va envoyer un message vers le master controller source en disant j'ai un problème sur le trafic qui passe par un PLS pour le DSCP EF à destination du site numéro 2 et donc il faut prendre une action corrective. Cette action corrective, c'est le master controller du site source qui va la prendre en recevant ça, il va regarder dans sa database, il va regarder les trafics classes impactés et il va dire ce trafic là doit changer et je vais donc imposer un nouveau next stop. Je vais dire à CPE1 et CPE2, donc mes 2 CPE du site, de faire en sorte d'envoyer ce trafic-là vers ANET. Donc, ne seront reroutés vers le chemin fallback que les trafics classes impactés par le problème de performance. Si vous avez du trafic qui n'est pas impacté, il continuera à utiliser le réseau, le lien MPLS. Un exemple très simple, j'ai une première application dont le délai est 200 millisecondes de threshold, et j'ai une deuxième appli dont le threshold est peut-être 600 millisecondes. Si je mesure un délai qui est de, par exemple, 300 millisecondes, donc juste entre les deux, eh bien ma première application sera reroutée, mais ma deuxième, il n'y a aucune raison, elle restera sur ce même lien MPLS. Voilà, donc ça résonne bien par application. Alors, on supporte maintenant des topologies assez compliquées. Les principales améliorations qui ont eu lieu sur I1 dans ces derniers mois ont été pour supporter des topologies assez complexes et assez larges. Parce qu'au final, on déploie des clients avec un nombre de sites assez important et avec des topologies parfois assez compliquées. Et donc ce qui a été apporté je crois que c'était fin novembre, début décembre, le support de ce qu'on appelle les sites de transit.
Et en l'occurrence, c'est quoi? C'est dire que j'ai plusieurs sites centraux, que chacun de ces sites centraux vont annoncer le même préfixe. Donc j'ai par exemple le préfixe 10.00 qui est annoncé par ces deux sites-là. Si je veux joindre un serveur qui est sur 10.1, je peux indifféremment utiliser le site central à gauche ou le site central à droite. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que maintenant, par chemin MPLS, je peux avoir plusieurs next-stop. Et comme je vous ai dit que l'overlay était DMVPN, je peux donc avoir plusieurs next-stop par réseau DMVPN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant PFR ne se contente pas de mesurer les performances entre, par exemple, le site là ici, 3, et par exemple le site 1 qui est là en haut à gauche. Il le fait également par next-stop. Donc je vais mesurer les performances du trafic qui va vers le site numéro 1 au travers R11, au travers R12, R13 et R14. Et je le fais par DSCP. Et de même pour le site de transit, le deuxième site, donc central, je vais le faire pour 21, 22, 23 et 24. Donc là on commence à être extrêmement granulaire puisqu'on ne se contente pas de mesurer les perfs entre sites, on mesure les perfs entre sites par next-stop. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt il est double. D'abord on peut scaler, on appelle ça horizontal scaling, c'est-à-dire que en mettant plusieurs border routeurs sur le site central, je vais pouvoir augmenter les capacités de crypto de mes équipements et je vais pouvoir faire de la redondance puisque si R11 a des problèmes de performance, je vais pouvoir basculer le trafic de R11 vers R12 et rester dans le même réseau MPLS. Ce qui est une contrainte qui est imposée par pas mal de clients, de dire on a un réseau MPLS, on a des SLA élevés, on veut utiliser ce réseau MPLS et pas basculer sur Internet. Maintenant, si les deux ont des problèmes de performance, on va basculer sur le lien Internet R13 et R14. Voilà, donc on commence à avoir des topologies extrêmement redondantes d'une part et deuxièmement scalable, puisque là on peut monter la crypto de manière assez élevée. Et pour illustrer ça, donc si je prends juste le lien MPLS, pour le préfixe 10.1, je vais créer des channels vers ces 4 next-stop, potentiellement. Et mesurer les performances pour ces 4 channels. C'est ça qui est important, c'est que je crée des channels pour chacun de ces next stop, pour chacune des valeurs de DSCP que j'ai dans mon réseau, et en plus, je le fais pour tous les sites qui peuvent héberger ce préfixe 10.1. Et donc, on a des préférences, je vous parlais de préférences de chemin, je peux vouloir préférer MPLS par rapport à ANET pour un certain nombre d'applis, mais je peux également préférer des sites centraux. Ça aussi, ce qui a été ajouté, c'est le résultat de feedback venant de clients qui déploient et qui disent « moi j'ai plusieurs data centers, mais si je reviens à mon schéma d'avant, j'ai peut-être un data center qui est actif et le deuxième qui est plutôt un backup. Et donc je veux préférer le site numéro 1 par rapport au site numéro 2, DC1 par rapport à DC2. J'ai 4 channels, mais je préfère utiliser R11 et R12 en premier, et uniquement si j'ai vraiment des problèmes de performance, je bascule sur mon data center secondaire. C'est ça qu'on appelle Transit Site Preference. Par défaut, ça va être basé tout simplement sur la table de routage. Pas la peine d'aller inventer des choses compliquées, on fait du routage depuis pas mal de temps. Eh bien, si le site DC1 est préféré d'un point de vue routage, il est également préféré par PFR. Après, le deuxième critère, c'est Path Preference. À l'intérieur d'un data center, je veux pouvoir préférer MPLS par rapport à Internet. Alors, pour illustrer tout ça, rien ne vaut un bon exemple. J'en ai mis 3. Juste pour illustrer qu'on peut faire des choses extrêmement flexibles. Donc, on a vraiment toute latitude pour essayer de définir la configuration qui convient exactement à ce que vous voulez faire. Premier exemple, j'ai 2 data centers. Mais le premier annonce 10.1 00/16 et le deuxième annonce 10.2 00/16. Ça veut dire quoi d'un point de vue PFR? Ça veut dire que si je veux joindre 10.1, j'ai pas tellement le choix, j'ai qu'un site, c'est site numéro 1, et en l'occurrence j'ai 2 next stop, un qui est sur MPLS et un qui est sur ANET. Si je veux joindre 10.2, je n'ai pas le choix non plus, j'ai qu'un seul data center, c'est site numéro 2, et j'ai encore une fois 2 next stop, un sur MPLS, un sur ANET. J'ai 4
channels, d'accord? Mais le channel numéro 1 et le channel numéro 2 pour le DSCP-EF, par exemple, ne peuvent être utilisés que pour 10.1 et le 3 et le 4 pour DSCP-EF ne peuvent être utilisés que pour 10.2. Et donc, ils sont tous les 4 actifs. Le R11 et R12 vont être actifs pour 10.1 et puis 21 et 22 vont être actifs pour 10.2. J'ai mis 4 channels, il faut bien comprendre qu'il va y avoir en fait 4 channels par valeur de champ DSCP. J'ai simplifié le schéma, mais pour chaque valeur de DSCP, vous avez un channel qui va être associé. Voilà, donc d'un point de vue Path Selection, qu'est-ce que va faire PFR? Si j'ai défini un chemin préféré, par exemple MPLS, pour une application donnée, eh bien ça veut dire que mon choix prioritaire va être R11. Si j'ai problème de performance sur R11, je bascule sur R12. Pareil pour 10.2 qui lui va le faire par rapport au site numéro 2. Voilà, donc exemple très simple, 2 data centers, 2 préfixes totalement différents. Même exemple, mais cette fois-ci je change ma config PFR. Et là j'ai un lien qui interconnecte mes 2 data centers et je peux joindre 10.1, 10.2 au travers des 2 data centers. J'ai par exemple une extension de niveau 2 et j'ai le même subnet sur les deux réseaux, sur les 2 data centers. Si je regarde maintenant mes channels, je vais créer 4 channels et ces 4 channels par DSCP sont susceptibles de joindre 10.1 et 10.2. Maintenant, j'ai 2 data centers, mais il y en a un qui est préféré parce que peut-être c'est celui qui est actif, le deuxième est un backup. À ce moment-là, j'ai configuré BGP pour ça. On a fait ça depuis des années. La config BGP, vous allez mettre une local pref plus élevée sur R11 et parce que c'est celui qui va être privilégié. La règle qu'on va utiliser maintenant, c'est que si un des next stop est préféré, l'ensemble du data center est préféré. Donc si je prends mon exemple là, j'ai mis R11 préféré et R21 est mon next stop secondaire. Pourquoi? Parce qu'il est sur MPLS également. Ça c'est routage. Par contre, d'un point de vue PFR, ma règle, c'est tout simplement de dire, bon ok, R11 est le next stop préféré, tout mon site est préféré. Donc les channels 1 et 2 vont être actifs. Les 3 et 4 vont être considérés comme des channels standby, secondaires. Et donc, d'un point de vue path control, qu'est-ce qui se passe pour 10.1 comme pour 10.2? Si j'ai défini comme MPLS comme étant mon chemin préféré, eh bien R11 va être utilisé. Donc par exemple, j'ai une application voix, téléphonie, j'ai préféré MPLS et j'ai également préféré site numéro 1. Donc R11 est mon next stop utilisé. Si j'ai un problème de performance, je passe sur R12. Si j'ai un problème de performance sur les 2, je bascule sur le DC secondaire et j'utilise R21 parce qu'il est sur MPLS et ensuite R22. J'ai 4 niveaux de backup possibles. Si j'ai aucune préférence, c'est-à-dire que si j'ai pas de chemin préféré, si pour une application donnée, je considère que je peux passer sur MPLS comme sur ANET et j'ai pas de préférence particulière, eh bien, puisque j'ai quand même une préférence sur le data center, je vais l'autre balancer entre R11 et R12. Et si j'ai un problème sur R11 et R12, alors je fall back sur 21 et 22. Et ça, dans la même configuration, c'est-à-dire que certaines applications considérées comme critiques, que vous voulez mettre sur MPLS, vont avoir le comportement d'aller sur R11, puis R12, puis 21, puis 22. Pour les autres applications qui sont moins importantes ou sur lesquelles on n'a pas de préférence particulière sur le chemin, ils vont pouvoir utiliser tous les next stops. Dans ce cas de figure-là, donc pour résumer, c'est un cas de figure où j'ai 2 data centers qui hébergent les mêmes préfixes, mais un data center est préféré par rapport à l'autre. Maintenant, je prends exactement le même cas, mais je considère que je n'ai pas de préférence sur le data center. Autrement dit, alors il y a une config, je vous l'ai mis, j'ai quand même mis un petit peu de config parce que c'est quand même l'ADN de Cisco de mettre un peu de conf. Si j'enlève cette préférence de site, à ce moment-là, pour moi, site 1 et site 2 n'ont aucune priorité. Je peux utiliser indifféremment l'un ou l'autre. Mes 4 channels sont actifs pour les préfixes, 10.1 ou 10.2, bon 10.1 en l'occurrence. Mes 4 channels sont actifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je définis une préférence de chemin, MPLS, eh bien je vais utiliser indifféremment R11 ou R21 et je vais en l'occurrence l'autre balancer entre les deux. Et en secondaire, je vais utiliser 12 et 22.
pour les applications qui n'ont aucune préférence de chemin, j'ai 4 next stop et je load balance entre les 4 next stop. Voilà, donc c'est juste 3 exemples pour vous montrer que il y a une adéquation entre le routage et PFR et que la configuration de PFR est peut-être extrêmement flexible. Donc vous pouvez avoir des configurations qui matchent exactement ce que vous voulez faire. Est-ce que vous avez une préférence pour un data center, oui ou non? Et deuxièmement, si vous avez une préférence pour un chemin ou non, et le tout par application. Alors on a une question, du coup ça va te permettre de te reposer 2 petites secondes. La question est de Jérémy qui nous demande comment est gérée la bascule sur un lien fallback. Quel est l'impact? Est-ce que c'est fait par session? Comment ça fonctionne? Excellente question. Alors comment ça se passe? Comme je vous l'ai dit, PFR fonctionne par traffic class. Donc c'est pas par flux, c'est par traffic class. Une traffic class, pour résumer, c'est l'ensemble du trafic qui va vers un préfixe pour un DSCP donné et une application donnée. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler. Si par exemple R11 a un souci de performance, mettons que vous avez je vais prendre une application voix qui va vers le préfixe 10 points, DSCP-EF et donc application voix. J'ai mis un délai de 200 millisecondes. Si à un instant donné, par exemple R11 va mesurer que le délai est, je sais pas, 300 millisecondes, il va donc envoyer un message d'alerte vers leur source master controller qui est R31. Et R31 va dire, OK, pour l'application voix DSCP-EF qui passe par MPLS, j'ai un problème, je dois changer. Il va donc imposer un nouveau next stop. Combien de temps ça prend? Parce qu'en fait, finalement, c'est à ça que ça revient. Ça dépend du monitoring timer qu'on aura mis. Je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais le monitoring timer, c'est quelque chose que vous allez définir en fonction de la rapidité que vous pouvez, que vous voulez avoir sur une application donnée. Si vous voulez basculer en 2 secondes, vous mettez un monitoring timer de 2 secondes et à ce moment-là, le trafic va basculer en 2 secondes. Voilà, donc ça dépend de la config que vous aurez mis en place. Pour revenir aux évolutions qu'on a sur I1, comme je vous le disais, on est dans une phase où on a beaucoup de déploiements. Donc on a beaucoup de feedback qui vient des clients, ce qui veut dire qu'on est dans une période de tuning de PFR et d'I1 pour matcher les déploiements qui sont en place. Donc vous allez voir un certain nombre de changements dans la manière de monitorer, dans la manière de calculer le loss, je dirais c'est de l'optimisation de la méthode de calcul. Et il y a un deuxième effort qui est fait sur la partie support de topologie assez complexe. Alors là, je vous mets un exemple, c'est pas le pire. On a des pires que ça, mais pour dire d'abord qu'on peut gérer plus que 2 passes, bien entendu. Et que, en l'occurrence, ce qu'on apporte là, c'est la possibilité d'avoir en l'occurrence 2 réseaux MPLS, 2 réseaux Internet et un pass of last resort, un dernier secours qui est par exemple un réseau 4G, un réseau LTE. Et ça veut dire que les branch office sont évidemment pas forcément raccordés sur tout, hein, c'est absolument clair. Mais par exemple, certains branch office vont être raccordés sur MPLS1 et ANET1, puis certaines vont être sur MPLS2 et ANET2, certains sur MPLS1 et ANET2. Voilà, donc on a des combinaisons qui vont varier, et c'est ça qu'il faut supporter. Un point important que j'ai pas forcément mentionné, je crois depuis le début, mais c'est que I1 c'est une solution qui est testée. Alors pour ceux qui connaissent Cisco depuis longtemps, on a toujours fait ce qu'on appelle du dev test par feature. C'est-à-dire que les équipes vont tester PFR, vont tester DMVPN, vont tester routage, vont tester monitoring, etc. Mais là, on raisonne en termes de solutions. Et ça, c'est un gros changement par rapport à ce qu'on a toujours fait chez Cisco. Il y a donc une équipe de test de la solution I1. Et donc, on a à San José un site de test. Il y a 2000 branches, plusieurs sites centraux et, en l'occurrence, 5 réseaux. Et ça, on le valide. Donc, c'est pour ça que vous allez peut-être voir de temps en temps dans les présentations des I1 2.0, des I1 2.1. En l'occurrence, on est maintenant en 2.1.1. C'est ce qu'on a validé. Et ça
ça donne ensuite des Cisco Validated Design qui sont publiés sur CCO. Voilà, donc c'est ce qui veut dire que ce réseau-là a été testé avec la combinaison des fonctionnalités d'I1, donc en l'occurrence l'overlay des MVPN, le pass control PFR, la QoS hiérarchique par tunnel, le monitoring d'applications, WAS, etc. Hein, donc c'est pas simplement, ben voilà, on peut supporter ça, c'est quelque chose qu'on a validé. Et c'est pour ça que quand je mets 5 chemins, c'est pas le maximum qu'on peut supporter. C'est ce qui a été testé aujourd'hui dans la solution I1. On a testé jusqu'à 5 chemins. Bon, on peut avoir plus, hein, mais voilà, on commence à couvrir quand même pas mal de besoins. Alors, j'en parle depuis un moment. Ce Path of Last Resort, c'est quoi? C'est finalement un chemin qui est utilisé si tous les autres ne conviennent plus. Alors, en l'occurrence, c'est souvent des réseaux de type 3G, LTE, 4G, sur lesquels on appelle ça des metered interface. On est facturé au débit, à la bande passante utilisée par mois. Donc on va essayer sur ces réseaux-là de minimiser la bande passante qu'on va utiliser, minimiser en termes de smart probe, en termes protocolaires. Donc c'est une commande particulière qui définit le chemin et on le définit comme un chemin de Path of Last Resort. Donc il n'est pas utilisé tant que les réseaux principaux fonctionnent. Si les réseaux principaux ne fonctionnent plus, alors là on va basculer sur ce lien, ce dernier lien. Alors 0SA c'est une fonctionnalité qui est on va dire assez. Le but est à peu près le même. Enfin, le but est de réduire la bande passante protocolaire utilisée sur des réseaux secondaires. Et en l'occurrence, plutôt que de monitorer par channel, donc pour tous les DSCP, on va monitorer le default channel. Et on va extrapoler les mesures de performance par rapport à ça. C'est quand on veut vraiment minimiser la bande passante utilisée par exemple par les smart probes. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, comment est-ce qu'on déploie? La première chose, c'est qu'on veut essayer d'automatiser au maximum. Et en particulier automatiser le déploiement des CPE sur les sites distants. Les sites web, c'est un peu différent toujours, mais pour les branch office par exemple, on utilise une méthode qu'on appelle d'autoconfiguration de plug and play. Alors certains d'entre vous connaissent peut-être, mais dans tous les versions, dans tous les routeurs, dans tous les catalystes, iOS, iOS XE, vous avez ce qu'on appelle un client PNP. On l'appelle même Open PNP. Open pourquoi? Parce que les API de ce protocole-là sont publiés sur CCO. Une question? Je rappelle juste que ce plug and play était l'objet du dernier webinaire RéseauBlog qui a lieu il y a 3 semaines, qui est disponible sur YouTube. Donc c'est 1 heure de deep dive sur plug and play, comment ça marche, comment on utilise tout ça vraiment dans le détail, sur switch, router, etc. Donc voilà, vous avez du contenu là-dessus si vous voulez aller plus loin sur plug and play global. Donc ça, c'est une façon polie de me dire que c'est pas la peine que je m'étende trop sur plug and play. Alors je ne m'étendrai pas. En 2 mots, le but de plug and play, c'est quoi? C'est que le routeur démarre, il va contacter un serveur plug and play et récupérer ce qu'on appelle une day 0 config. Et à partir de là, on va pouvoir configurer les I1, mais d'autres services, il n'y a pas que I1. Pour ce qui nous concerne dans I1, il y a, comme je vous l'ai dit, il y a 2 solutions d'admin, d'orchestration ou de contrôleur SDN si on veut faire du marketing. Il y a VMS et NSO qui est donc la solution opérateur et la solution APKM, le contrôleur entreprise. Les 2 ont un serveur plug and play. Et les 2 fonctionnent avec le plug and play client des routeurs et des switches. On a 3 façons de faire. Donc là, je vous encourage à aller voir la présentation de Jérôme. Juste un point à noter qui va, par rapport à ce qui est présenté là, c'est qu'on va avoir une méthode d'indirection par le cloud Cisco qui est aujourd'hui dispo de manière limitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le routeur, quand il boot, vous ne connaissez pas l'adresse du plug and play serveur, pas du tout. Et donc vous allez contacter un serveur centralisé hébergé par Cisco dans le cloud Cisco. Et en fonction de votre contrat, vous allez être redirigé sur le plug and play serveur de votre entreprise. Voilà, donc c'est une indirection qui est faite par le cloud Cisco. Si vous êtes intéressé, contactez Jérôme, c'est disponible de manière limitée. Ça sera disponible de manière généralisée d'ici quelques mois. Alors, comment on configure I1?
je vous encourage vraiment à regarder PKM et l'I1App parce que, alors on a toujours la possibilité d'aller sur les routeurs et de configurer, bien sûr. Hein. Ça, c'est l'ADN de Cisco, donc on va pas l'oublier. Mais si on passe par une interface graphique, voilà l'interface, par exemple, de l'application i1. Vous avez un certain nombre de fonctions, au-delà de la partie monitoring. Vous avez essentiellement la configuration des hubs et des global settings. Ensuite, la configuration des branch office, et puis vous allez gérer les policies. Alors, je vais brièvement aller là-dessus. Si je configure, par exemple, alors j'ai passé les paramètres globaux, le paramètre DNS, les pools d'adresses que je vais utiliser pour des MVPN, la définition des opérateurs. C'est pas négligeable, hein, la définition des opérateurs, parce que là-dedans, vous allez avoir un certain nombre de profils prédéfinis pour chaque opérateur, en termes de QoS, par exemple. On va définir combien on a de data centers, combien de providers on a, et ensuite, on va commencer à configurer les sites centraux. On va passer au site distant. Un CPE qui va booter, il va contacter Plug and Play Server, il va être listé là-dedans. Vous allez sélectionner le CPE que vous voulez configurer, faire Provision Site, et vous allez partir en disant est-ce que c'est un routeur un single CPE branch, un dual CPE branch, et vous allez configurer donc les principaux paramètres de ce routeur-là. Voilà, donc ça vous donne là une idée de ce qu'on peut faire. C'est très rapide, hein. Vous configurez les paramètres et vous configurez votre branch office. Ce qui va être intéressant après, ça vous le faites une fois, hein, vous déployez les sites. Là où on va se trouver le plus souvent, c'est dans la définition des policies. Donc vous avez deux grandes catégories. Ça, c'est les catégories qui sont liées à la classification automatique faite par NBAR. Donc sur l'interface LAN d'entrée, vous avez une classification qui est faite, je parle là de QoS, qui est faite par défaut sur un modèle 12 classes. Donc là, je vous réfère à la RFC QoS dont j'ai plus le numéro en tête, mais que Jérôme vous redonnera si vous avez besoin, qui donne les 12 classes, les valeurs de DSCP associées, et donc on a maintenant une configuration dans NBAR qui vous permet très simplement d'associer une application à sa classe map et à sa valeur de DSCP. Et donc, ça vous est présenté là. Vous pouvez ensuite changer, hein, faire du drag and drop d'application et changer les catégories. L'intérêt, c'est qu'on conserve des catégories. Et quand vous passez sur les policies PFR, eh bien, vous avez dans la RFC, vous allez regarder ce qu'on appelle business relevant et business irrelevant. Dans les dernières versions du protocol pack NBAR, c'est des paramètres que vous récupérez directement. Par application, vous avez la class map. Ça vous dit dans laquelle des 12 classes l'application se trouve, et est-ce que c'est relevant ou pas relevant pour le business. Et du coup, voilà, ça vous est présenté là par défaut. Là, encore une fois, hein, tout se change, mais c'est par défaut, c'est déjà classé. Et après, par catégorie, vous allez cliquer et choisir le lien préféré, par exemple. Et est-ce que vous avez des application performance ou pas? Autrement dit, est-ce que vous voulez définir des performances threshold, donc pour le délai, le jitter et le loss. Et puis le défaut, vous le balancez. Voilà, donc ça c'est là-dedans que vous allez travailler en gros si vous voulez changer les policies. Alors quand on fait ça généralement, alors tout ça vous déployez complètement et de manière automatique et de manière prescriptive. C'est-à-dire que c'est réellement un déploiement sur les bases de ce que Cisco recommande. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on fait ça, ce que tout le monde nous demande, donnez-nous une application graphique où on point and click et vous déployez le réseau i1. C'est exactement ce qu'on fait avec l'i1app. Et généralement, les commentaires qu'on a derrière, ah oui, mais est-ce que vous pouvez me montrer ce qui a été déployé? Est-ce que vous pouvez me montrer la conf? Alors, on peut, mais c'était pas forcément le but initial. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait donc avec cette appli-là? Eh bien, on va déployer des MVPN. Alors, ce qui est fait, c'est d'abord de définir des front door VRF. Sur chacun des liens, on va définir une VRF de façon à isoler totalement cette interface de la table de routage globale. Pour plusieurs raisons, parce que de cette manière-là, vous pouvez avoir une default route pour chacun des uplinks. Et cette default route, elle ne va pas venir se mixer avec la default route que vous pourriez apprendre du site central. Donc, je vous encourage, si vous faites la config à la main, conservez ces front door VRF. C'est beaucoup plus facile en termes d'opération, en termes de définition de la conf.
Et donc, on construit cet overlay des MVPN. On va définir également la QoS. On a une QoS par tunnel, elle est définie de manière automatique par l'I1App. Quel protocole de routage on utilise? Alors, sur PFR, sur des MVPN d'une manière générale, on sait bien que les protocoles de type link state ne sont pas vraiment adaptés à un overlay de type DMVPN. Donc, ça sera BGP ou EIGRP. C'est encore plus vrai quand vous mettez PFR. Et la raison est que PFR ne se contente pas de regarder la table de routage. En réalité, elle regarde dans la database de BGP ou EIGRP pour prendre une décision. Alors de manière très simple, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous encourage à aller voir le CVD pour le détail. On va essayer de faire en sorte que le réseau MPLS soit privilégié. Aucune surprise pour ceux qui ont déjà déployé des confs avec on va dire un chemin actif MPLS et un backup. Vous faites en sorte que dans EIGRP, le chemin MPLS soit dans la table de routage. Vous faites un choix IP route, c'est le lien MPLS qui est le next stop, et puis INET c'est juste un standby. Donc c'est ça qu'on va faire. Là où on a grandement simplifié, c'est, vous connaissez EIGRP Stub, c'est ultra pratique, ça veut dire que vous êtes sûr que ce site-là ne sert pas de transit. Quand on a deux routeurs sur le site, c'est tout de suite plus compliqué parce qu'on est obligé de faire des route maps, du leaking, etc. Bon, alors les gens qui aiment le routage, ça ne leur pose pas de problème, mais c'est pas toujours super simple. On a maintenant une nouvelle fonction qui s'appelle Stub Site. La configuration est d'une simplicité enfantine. Vous mettez Stub Site, vous mettez un numéro, done. Il n'y a plus rien d'autre à faire. EIGRP gère totalement la partie route leaking et votre site ne servira pas de site de transit. Aucune erreur possible. Alors, regardez EIGRP Stub, ça c'est vraiment hyper simple. BGP, BGP, pas grand chose à dire non plus. Les sites centraux vont servir de route reflector et on va gérer les local pref pour savoir quel data center est préféré et puis quel next stop est préféré. Pour ceux qui connaissent BGP, la conf elle est assez évidente. Alors on utilise IBGP. Une des raisons, c'est qu'on a voulu avoir une configuration qui fonctionne dans la majorité des cas, qui est simple et qui utilise sur le hub une fonction qu'on appelle Dynamic Neighbors. Donc vous vous contentez d'écouter sur un subnet précis. Donc la conf sur le route reflector elle est devenue super simple également. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va retenir de ça? D'abord les plateformes. Les plateformes, donc on supporte I1 et PFR depuis le 890. C'est la plus petite plateforme dans les G2, jusqu'à la SR1000 et en passant par le CSR1000V. Le CSR1000V peut maintenant être utilisé en tant que border router et pas simplement master controller, donc on l'a testé pour ça. La scalabilité du hub, du mergeur, pas simplement du hub, mais d'un master controller sur un site central. Voilà, ce sont les chiffres. Pareil, la dernière version 3.16 permet d'utiliser le CSR1000 jusqu'à 2000 sites. Donc ça devient une solution très intéressante pour déployer un master controller. Voilà, donc en résumé, I1 c'est une solution pour répondre, c'est la solution Cisco pour répondre aux réseaux hybrides, à la problématique des réseaux hybrides. C'est également la solution SDN WAN de Cisco. Il y a énormément d'investissements qui se font dessus. Performance routing, c'est, je dirais, un des composants principaux parce que c'est évidemment un des moteurs de choix d'I1, c'est d'avoir la possibilité de router des applications sur des chemins divers. Voilà, et c'est la troisième version, PFR V3, bon, c'est la troisième version. Sachant que PFR est né, pour ceux qui connaissent Cisco depuis pas mal de temps, ça doit faire 15 ans qu'on a sorti la première version de PFR. On a maintenant PFR dispo sur l'ensemble des plateformes, on va dire entreprises, routage, et c'est également une scalabilité de 2000 sites et des déploiements qui se font dans le monde entier. Donc on a pas mal de déploiements en cours sur les solutions I1. Et puis enfin, on est sur un modèle SDN. Donc de plus en plus, on va passer par ces notions de contrôleurs, donc les PKM pour une entreprise. Je vous encourage à regarder l'I1 App encore une fois. Parce que c'est un moyen simple de montrer comment fonctionne I1 et d'avoir également du monitoring. Plus d'infos, voilà un certain nombre de liens.
Les CVD, donc ce sont les derniers, Cisco Validated Design, vous pouvez jeter un coup d'œil au conf de manière plus détaillée. DocWiki, c'est ce qu'on maintient, c'est on va dire quelque chose de plus up-to-date, c'est plus rapide à mettre à jour. Et puis enfin, dCloud, pareil, il y a énormément de labs disponibles sur iWAN en particulier, qui vous permettent de tester les applications, la config, etc. Et puis enfin, on va se faire un peu de publicité sur le sujet. On est en train de finaliser un bouquin sur iWAN. On espérait l'avoir fini pour Cisco Alas Berlin, on a un peu raté la coche. On espère le finir pour Cisco Live US, mais je pense qu'on va rater le coche encore une fois. Donc ça devrait être dispo cet été, je pense, et ça vous permettra d'aller vraiment dans les détails sur la partie overlay, sur la partie routage, sur la partie PFR et sur la partie WAS et enfin sur la partie application visibility. Voilà. Et ça en termine avec ça. Merci Jean-Marc d'être passé nous voir aujourd'hui et puis surtout merci pour cette présentation. C'est toujours un plaisir d'avoir les informations à la source. Donc quelques questions. Tu es passé à la fin assez rapidement sur le routage. Tu as clarifié d'ailleurs que finalement ça pouvait même être configuré automatiquement par le contrôleur. De ton expérience, est-ce que tu peux un peu en dire plus sur l'importance du routage dans le design iWAN? Est-ce que c'est quelque chose où il faut faire attention? Voilà, comment tu vois un petit peu les choses après maintenant quelques années passées sur le sujet? Oui, alors effectivement, je suis passé peut-être un peu vite sur le routage. J'aurais pas dû, parce que c'est fondamental. Dans tous les déploiements qu'on fait, on s'aperçoit que finalement, la plupart des difficultés qu'on a pu rencontrer étaient liées à une mauvaise configuration du routage. Il faut vraiment s'attacher à faire un design qui soit correct de routage. Ça paraît idiot de dire ça, mais on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre d'erreurs de config et qui font que, évidemment, comme PFR récupère ces informations de la database, EIGRP ou BGP, à partir du moment où il y a un mauvais routage, PFR va faire des choix qui ne sont pas forcément bons. Donc c'est un point super important de faire la bonne configuration. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a d'abord l'iWAN app va vous envoyer la conf qui va bien. Ça c'est un premier point. Le deuxième, c'est que si vous voulez configurer en dehors de l'iWAN app, vous voulez faire la conf vous-même, je vous encourage à regarder le CVD. Alors dans le CVD aujourd'hui il n'y a que EIGRP, on n'a pas encore publié BGP. Pour BGP, allez voir sur DocWiki, ça préfigure ce que sera le CVD. On le maintient, je ne vais pas dire au jour le jour, mais on met à jour les DocWiki évidemment de façon beaucoup plus fréquente et régulière que le CVD qui demande un certain temps. Voilà, mais tout ça c'est des solutions qui sont ce qu'on publie sur DocWiki comme dans le CVD, ce sont des confs qui ont été testés par le solution test d'iWAN. Donc, encore une fois, faites très attention à la partie routage. Ce qui, moi, me fait personnellement plaisir, parce qu'on revient sur le routage et c'est bien. Alors, une autre question de Jérémy, vraiment qui revient sur les problématiques de session. Et je comprends que tout ça est toujours un peu déroutant d'imaginer qu'on va basculer des choses à droite, à gauche, un petit peu en permanence. Voilà, si on ne se soucie pas des sessions, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des problématiques qui arrivent? Par exemple, on va commencer à perdre des paquets ou des choses comme ça. Est-ce qu'on a pu constater des problèmes associés à ça? Alors, non, il n'y a pas de perte de paquets. Hein. C'est assez clair. Après, le seul critère, ça va être le monitoring timer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut comme temps de fallback? Quand on fait un fallback d'un lien primaire vers un lien secondaire, il n'y a pas de perte de paquets. Il faut imaginer que c'est un espèce pour ceux qui connaissent, de PBR, de Policy Based Routing. C'est pas du PBR, mais c'est juste pour donner une image. On change dans le forwarding plane le next hop à la volée. Donc il n'y a pas de perte de paquets, on bascule directement sur les liens secondaires. Et encore une fois, le temps de bascule, il va dépendre complètement de ce qu'on souhaite faire. Et si
Et si on perd, parce que c'est également une question, si on perd le master controller, qu'est-ce qui se passe? Si on perd le hub MC, qu'est-ce qui se passe? Si on perd le hub MC, par exemple, encore une fois, le hub MC, c'est un domaine controller qui permet de centraliser les configurations des policies. Si vous perdez le hub MC, il n'y a aucun problème. On continue à fonctionner sur un modèle distribué où les master controllers locaux, vous continuez à optimiser il n'y a pas de perte, il n'y a pas de, si ça continue d'ailleurs à fonctionner comme avant. Si on perd le master controller du site, localement, tout simplement ce que vont faire les border routeurs, c'est basculer sur la table de routage. Donc encore une fois, on ne perd pas de paquet, on se contente de ne plus utiliser PFR et de continuer à utiliser BJP ou EJRP pour calculer les next hop, comme on le faisait avant finalement. Bien, merci. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Je vais attendre 2 petites secondes, laisser une dernière chance pour poser des questions. Puis en attendant, voilà, je voulais tous vous remercier pour votre présence. Merci Jean-Marc encore une fois d'être venu nous trouver. Prochain rendez-vous est déjà planifié pour un webinaire réseau blog consacré à tout ce qui est network automation au sens large. Les options, est-ce qu'on est dans du custom design, est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose de très prescriptif, je clique et tout fonctionne. On a eu un petit avant-goût aujourd'hui avec AppyQM et quelques screenshots. Donc un webinaire prévu en mai. Je vous remercie à nouveau pour votre présence et je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. D'ici là, n'hésitez pas sur le blog, toujours, regardez les dernières nouvelles, retweetez, partagez et surtout, voilà, réagissez. C'est interactif, c'est fait pour. Allez-y, franchement. À bientôt. Merci.